bienvenue au salon. Oui, bienvenue au salon. Bonjour, je vous présente mes camarades, ceux que vous avez eu avec M. Laurent Levard, Eric Coquerel, qui est secrétaire national de mon parti, Madame Billard, qui est la présidente. Bien. On va jouer au score. D'accord. Pour nous qui sommes une organisation écologiste, l'espace rural a une place centrale dans l'idée de planification écologique parce que la relocalisation des productions agricoles et en particulier vivrières, eh bien, si vous voulez où ça se passe, ça ne sera pas en mettant des ruches sur des immeubles. Il en faut peut-être, mais ce n'est pas comme ça que ça se passera. La mer représente pour notre pays un atout extraordinaire. L'expansion humaine se produira en mer et non pas dans les étoiles, pour commencer. La bonne compréhension de la gestion de l'espace rural nécessite qu'on comprenne qu'il a une limite. Donc on ne peut pas lui demander de nourrir 3, 4, 5, maintenant on est à 6 milliards d'êtres humains, bientôt 9, tantôt 12. La limite va être atteinte. Et tous les agriculteurs eux-mêmes le disent. Donc la dimension d'expansion, c'est la mer. Il faut le faire d'une manière écologiquement responsable. Mais en particulier, il y a toute une dimension de production alimentaire et agricole en mer. Et je demande que tout le monde commence à y réfléchir en sachant que 50% de la population française vit à moins de 100 km d'une côte. Donc on voit le lien très étroit qu'il y a entre la mer, l'urbanisation et l'arrière-pays rural. Les îles ont quelque chose de politiquement fascinant. Une île, c'est un concentré de problèmes qui se trouve d'ailleurs ailleurs. Mais dans une île, vous ne pouvez pas le contourner, le problème. Devant vous, là. Donc les modèles de développement sont souvent en discussion au Parlement européen, ailleurs, et moi ça m'intéresse. Mais l'agriculture vivrière, juste pour faire le point, on en est où par rapport aux besoins? Nous on est déjà à 72%. C'est ça le 72%. Voilà. C'est ça. C'est ça, d'autoconsommation. C'est pour ça qu'on doit garder la canne. Parce qu'après on risque, si on a, je prends un exemple, on reprend seulement 1000 hectares en fruits et légumes, on déséquilibre toute la filière fruits et légumes. Il faut qu'on monte progressivement pour atteindre 80-90% d'autosuffisance, mais il faut quand même qu'on garde la canne. Oui, mais vous avez un plan pour monter en puissance sur la souveraineté, l'autosuffisance? Oui, déjà nous, dans la diversification, la canne reste pivot et l'agriculteur il se diversifie, à demi-hectare, 1 hectare, pour certains plus. Comme monsieur, lui, il fait que de culture vivrière. Donc, vous voyez, on a aujourd'hui, ce qu'on veut développer surtout, c'est maintenant prendre le marché de l'exportation. L'exportation des fruits. Des fruits. Parce que voilà, vous avez à côté l'ananas Victoria. On en a déjà des fruits avec des labels rouges, comme l'ananas Victoria, le litchi, maintenant on a le pitaya, la mangue, le fruit de la passion. Donc aujourd'hui on sait produire des produits de qualité. Il faut qu'on arrive déjà à travers ce salon et même plus loin à faire entrer en Europe tous nos fruits. Mais nous, il y a une dualité à l'heure actuelle sur le foncier, plus particulièrement dans les régions du Sud, mais chez toi aussi c'est à peu près pareil. C'est la dualité qu'il y a aujourd'hui entre la notion de terrain à bâtir et la notion de terrain agricole. Et la nuance de celui qui achète le terrain à bâtir. C'est l'homme de l'Hérault qui nous dit ça, 1000 habitants de plus par... oui, par an. Oui. Et donc nous avons déjà, quand on achète un terrain à bâtir, c'est 180 000 € à peu près, la maison vaut moins cher que le terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quel paradoxe on est arrivé. Et cette maison qui vaut moins cher que le terrain, celui qui achète ce terrain à 180 000 € en moyenne à peu près, il considère que 10-15 000 € un hectare pour faire du loisir autre, c'est pas cher. Alors que la vigne valait pas plus de 12 000 € hectare. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il n'y a aucun agriculteur qui peut s'approcher de prendre une terre nue, investir dessus, planter et se retrouver, je parle pour la viticulture, là, mais c'est valable pour toutes les autres corps de la société agricole. Et aujourd'hui, nous avons un total décalage sur la valeur réelle du foncier, où celui qui est avec un esprit de terrain à bâtir conçoit que 10 fois moins en terrain agricole, c'est pas cher. Si pour l'agriculture, c'est trop cher. Il y a aussi les compagnies aériennes qui ne jouent pas le jeu. Souvent, ils reviennent à vide. Ils pourraient, quand ils reviennent à vide, baisser un peu le prix du fret, puisque ça leur coûterait pas beaucoup plus. D'accord. Quand ils repartent de la Réunion vers la métropole à vide, c'est souvent ça? Aujourd'hui, la notion de vivabilité sur notre exploitation n'est jamais là. Il se prend un paysan, ou il se tue un paysan chaque jour en France. Il y a 300 suicides par an en France, aujourd'hui. Et on n'en parle pas.
pour X raisons. Donc ça veut dire qu'il faut voir comment une profession peut être aussi impactée et aussi désespérée. Donc il y a besoin que cette loi, on dit que c'est une loi d'avenir, mais il faut que ça soit un avenir pour tous les paysans. Il y a besoin que ce soit un avenir pour tous les paysans, parce qu'ils méritent de toute manière pas de se tuer. Donc il y a besoin aujourd'hui de voir comment dans la loi on fait avancer la succession. Les gens souvent ils sont là, ils sont désespérés parce qu'il n'y a personne derrière, pas de revenus, voilà. Donc on a besoin de voir avec vous comment travailler. Là on a un vrai problème dans l'agriculture. Parce que non content qu'on a un phénomène générationnel, non content qu'on a un phénomène générationnel où les jeunes n'ont plus la vocation qu'avaient leurs parents, parce que le revenu n'est pas retiré dans une société en mouvance, on se retrouve avec des hommes et des femmes à moins, des surfaces qui vont disparaître, et du mitage. Le métier de l'agriculteur, c'est-à-dire de l'alimentaire, si on n'y prend pas garde, on va aller vers des générations qui vont souffrir. Mais oui. Mais c'est parce que la pénurie alimentaire, elle est devant nous. Oui, oui, oui. Il y en a qui ne veulent pas le croire. Oui. Elle est devant nous. Et quand on aura tué les paysans, on aura tué l'alimentaire. Il ne faut pas le perdre. Il faut savoir que dans les grandes cultures, on installe le nombre de fermes en grande culture augmente en France. On était à 50 000, on est passé à 51 000 et le phénomène s'accentue parce que qu'est-ce qui se passe? On a la flambée des matières premières qui fait qu'on a des revenus extrêmement rémunérateurs quand on est en grande culture. Pour mémoire, quand on est dans le monde de l'élevage, parce que moi je parle monde de l'élevage et monde des céréales, parce que c'est comme ça. Quand on est dans le monde de l'élevage, on travaille 3600 heures de moyenne et on a entre 15 000 et 25 000 euros de revenus. Ça veut dire un revenu de 3 à 6 euros de l'heure de travail. Ça, c'est la réalité dans le monde de l'élevage. Quand on est dans le monde des céréales, eh bien, on travaille 800 heures et encore, c'est pas sûr. Et on est sur c'est les comptes prévisionnels de l'agriculture, on ne les invente pas. 75 000, 78 000 euros pour 800 heures de travail. Donc forcément, un éleveur dans toutes les zones intermédiaires, et bien quand il voit ça, qu'est-ce que ça produit ça? Ça produit deux choses. Ça produit qu'il y a des éleveurs qui disent « moi j'arrête l'élevage parce que je vais travailler moins et gagner plus si je tourne mes prairies pour faire des céréales ». Ça produit qu'il y a des gens qui arrêtent prématurément parce qu'on ne vit plus de l'élevage à l'heure actuelle. Et ça produit en plus qu'il n'y a plus aucune installation sur l'élevage. Donc on est en train de détruire des pans entiers de notre économie agricole en France à l'heure actuelle et personne s'en... Et ici on a un François Hollande qui vient et qui nous fait un discours de compassion et qui nous dit on va faire quelque chose d'exceptionnel, sauf que si c'est les vieilles recettes, qui consistent à dire on va verser les aides PAC un peu plus tôt, on va faire comme Sarkozy, un plan Sarkozy qu'on n'a pas fini de rembourser encore, nous on va encore une fois donner un petit peu d'allègement de charges sociales, c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'une politique agricole qui maintienne les fermes sur tous les territoires. Donc on compte. Mais la PAC, il faut bien que vous compreniez. L'idée centrale, c'est pas d'aider ceci ou cela. Leur idée, c'est que l'agriculture est un marché de blé. Donc, il faut. Oui, ben, peut-être bien, mais eux, c'est ça qu'ils croient et qu'ils veulent faire passer. Donc, avec un argument, une mine, une position, de jour en jour, d'année en année, c'est ça qu'ils font. Et l'agriculture française, elle a atteint les objectifs qu'elle a atteints. On a atteint les objectifs qu'on a atteints en Europe, l'autosuffisance alimentaire, avec la méthode exactement inverse. C'est-à-dire en considérant que ce n'était pas un marché qui s'auto-régulerait. Qu'au contraire, il fallait de la régulation, des offices de ceci, une politique volontariste. Donc la PAC qui arrive, c'est une étape d'un démantèlement. Les premiers qui vont morfler, c'est ceux qui vont le sentir passer le plus rudement. Déjà, c'est sur le lait. Ils vont se retrouver dans la même situation que les éleveurs de cochons. C'est-à-dire avec une année, ça marche, tout le monde en fait, l'année d'après, il y en a trop, car le marché se casse la figure. Donc moi, je préfère vous dire franchement que c'est de ça dont il est question. On n'est pas en train de discuter entre gens raisonnables, de savoir de quel côté on va aider plutôt celui-ci que celui-là. C'est pas ça leur truc. Leur truc, c'est tout déréglementer. D'autant que, c'est une mauvaise nouvelle, depuis quelques jours, à travers le discours de M. Obama, puis de Kerry qui est passé là en France, et les réponses des Français, tout le monde sait qu'on est parti pour faire un grand marché transatlantique avec les États-Unis d'Amérique. Ils avaient intérêt à alerter tout le monde. Parce que là, on est en train de mettre la baïonnette au canon avec l'histoire de Mercosur. Mais Mercosur, c'est une petite rivière, une rigolade, c'est un robinet.
le marché ouvert avec les États-Unis d'Amérique, c'est l'écluse ouverte. Hein. Donc il nous dégringolera dessus. Tout ce que vous savez sur leur production, les conditions dans lesquelles ils produisent, notamment la viande. Il n'y aura pas de quartier. Ils n'auront pas pitié, ils ne s'arrêteront pas, ils ne sont pas, on ne peut pas les convaincre, on ne peut que les chasser. Si vous ne les chassez pas, ils vous boufferont. Ou vous les jetez, ou ils vous bouffent. Voilà. On est d'accord pour la question des prochaines échéances des élections européennes. Partout, il faut les jeter, partout, dehors. On est d'accord. On les a assez vus, voilà où on en est. Les libéraux, on est d'accord. Ouais. On est revenu à la belle époque de la cogestion. Où l'autre jour, quand François Hollande est venu traire les vaches, on a été avec lui, où il y avait François Hollande, Stéphane Le Foll, Guillaume Garot et Benoît Hamon, et en face, qui s'est mis en face? Là, il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de reconnaissance de la représentativité. Il y avait Belin juste en face et tout le staff de Belin. Et nous, soi-disant minoritaires avec 20% des paysans, mais avec le MODEF, mais même avec la coordination qui ne sont pas au monde, mais on était évacués complètement. Ça, c'est pas digne de la République dans laquelle on est, c'est pas digne de socialiste au pouvoir. Non mais bon, c'est faisable, hein. Il faut s'accrocher, c'était faisable. Hein. C'est un coup de pied au nez, ça, aux capitalistes. Ça leur fout la bien sûr. Parce que les travailleurs disant on va s'auto-organiser pour produire, ça peut être coopérative aujourd'hui, hier ça s'appelle autrement, mais ils comprennent bien de quoi il s'agit. Hein. Oui. Ils comprennent bien qu'il s'agit de les sortir de là. Donc moi je reste malgré tout, je suis optimiste de voir ça, parce que je me dis les idées avancent, il y a eu des luttes victorieuses, vous avez gagné vous, les Rallye, ils ont eu. On vient de gagner pour la 3e fois. Il y en a pas mal qui gagnent en ce moment. Et nous en plus on fait travailler les paysans. Parce qu'on on veut refaire travailler les paysans de Provence qui nous fabriquent les plantes aromatiques. Et il vous faudra. Mais tu vois pourquoi on parle de planification écologique? Moi c'est ce que je dis aux camarades. Il faut être sérieux. Parce que eux, par exemple, ils veulent réutiliser les plantes aromatiques. C'est pas. Mais il veut dire qu'il y a que les financiers pour croire. Ils disent le capital s'alloue au bon endroit. Alors tu fais ça, mais les plantes aromatiques elles sortent pas parce que tu as une tête d'œuvre dans un bureau qui a décidé qu'on en faisait. Il faut encore qu'il y ait des paysans, qu'il y ait des gens qui produisent et en quantité suffisante. Donc il faut planifier. Voilà la planification écologique. C'est pour vous, Fralib, vous êtes une mine de démonstration et d'exemples. Quand on parlait de la casse de l'outil tout à l'heure, nous ça fait 3 ans qu'on garde nos machines pour pas qu'Unilever vienne nous les casser. On faisait jour et nuit et les week-ends. On occupait l'usine, parce qu'autrement ils voulaient nous enlever tout et casser tout. Et nous on a gardé notre usine et maintenant on a notre outil.